Cette Lancer conférence va maintenant l'enregistrement, être enregistrée. voilà, de la conférence. Bienvenue à tous pour ce 4e webinaire IHF. On est bien parti sur notre lancée, surtout grâce à Jacques Ross, qui nous planifie cela aux petits oignons, si je peux me permettre. Et juste pour vous informer que janvier, février et mars, on a déjà des conférences qui sont programmées et que on communiquera très rapidement dessus si c'est pas déjà fait. Je vérifierai. Donc ce soir, on va vous parler qualité au sein, alors je ne sais pas si on dit de la direction des travaux ou des services techniques chez vous à Strasbourg. Vous êtes deux, ça va être une présentation à deux voix. Alors, honneur aux dames, Corinne Delattre, acheteuse donc aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, avec une formation à la base, on va dire, plus commerciale que scientifique, un parcours toujours très intéressant depuis 2004 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, et puis déjà malgré ton très jeune âge que l'on voit à l'image derrière le masque, une carrière déjà importante avant d'être entré aux hôpitaux de Strasbourg dans le privé et notamment dans la logistique. Cédric, on va quand même te représenter, même si tu avais eu l'honneur d'ouvrir le premier webinaire sur la crise Covid, donc ingénieur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, responsable de la maintenance, et puis tu avais en plus précédemment le génie thermique. Comme pour Corinne, un parcours mixte entre une expérience depuis 2009 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et un parcours, alors qu'on peut quand même qualifier dans le privé, je ne sais pas, le commissariat à l'énergie atomique, enfin en tout cas loin de la préoccupation des hôpitaux, mais en tout cas dans la technique. Ce soir, vous allez nous parler de la qualité, de l'importance de la qualité, avec ce titre un peu provocateur, j'ai envie de dire, qualité, sujet trop important pour l'abandonner aux qualiticiens. Alors, je ne sais pas s'il y a des qualiticiens qui sont là ce soir, mais peut-être que ce titre les a titillés et qu'ils sont venus écouter. La règle du jeu pour tous les participants, coupez vos micros, j'en vois encore un qui doit être allumé, si vous pouvez les couper, sinon je vais le faire moi manuellement. Et vous n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau ou sur la fin via le chat qui se met à droite de votre écran si vous cliquez, si vous trouvez le bon petit, la bonne petite case pour écrire. Et ensuite, eh bien, je relayerai ces questions et si on n'est pas nombreux, on ouvrira les micros pour avoir un échange avec nos présentateurs. Corinne et Cédric, c'est à vous. Je vous laisse la parole et je coupe mon micro. Très bien, merci. Alors, merci d'abord, avant de commencer à IHF, de nous permettre de faire cette présentation qu'on devait faire, bien entendu, à Marseille au mois de juin et qui, pour les raisons que vous savez, n'a pas pu se faire. Donc, on remercie IHF de nous donner la parole aujourd'hui pour faire cette présentation à deux voix. Alors, ça commence mal. Hop, voilà. Donc, effectivement, le titre de cette présentation, la qualité, un sujet trop important pour l'abandonner aux qualiticiens. Alors effectivement, il est volontairement, et on l'assume complètement volontairement, un petit peu provocateur. Tout le monde a bien, enfin quelques-uns, pardon, ont cru y voir, bien entendu, une petite pique envers les qualiticiens. En fait, la pique est plutôt vers ceux qui abandonnent le sujet aux qualiticiens plutôt qu'aux qualiticiens. Alors, donc, ce qui suit est essentiellement un retour d'expérience, n'a pas valeur de généralité. On peut en aucun cas dire que c'est absolument de cette façon-là qu'il faut procéder ou que ça peut fonctionner de manière optimale. En tout cas, c'est notre retour d'expérience aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ce qui suit n'est donc pas un plaidoyer contre le pouvoir qui serait trop important peut-être des qualiticiens, absolument pas, comme vous allez pouvoir le constater au fil de la présentation. Donc, au CHU de Strasbourg, 3 départements des services techniques, on va appeler ça les services techniques au sens large du terme, sont certifiés ISO 9001. Alors, dans l'ordre, on va dire, chronologique de certification, d'abord la cellule de maîtrise d'ouvrage interne, qu'on appelle chez nous CERUS, cellule de restructuration des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
qui elle est certifiée depuis 2012 avec à peu près 10 personnes qui travaillent dans ce département. Un département maintenance et travaux courants, dans lequel j'ai le plaisir de travailler, et qui lui est certifié depuis 2018 et qui représente à peu près 150 personnes. Et puis un dernier département au service technique qui est certifié aussi depuis 2018, quelques semaines après les collègues, enfin la maintenance, c'est le département sécurité et environnement, qui lui représente aussi également à peu près 150 personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des activités du service technique, alors on ne compte pas le biomédical aux hôpitaux universitaires de Strasbourg dans cette partie-là, la quasi-totalité des personnes du service technique sont aujourd'hui certifiées ISO 9001. Alors on s'excuse par avance si de temps en temps vous ne voyez plus notre c'est pas volontaire, on a une caméra qui s'adapte automatiquement, donc dès qu'elle détecte un mouvement suspect, elle élargit ou reconcentre le faisceau. Donc là, je crois qu'on ne voit plus notre tête, mais on va essayer de vous régler ça en cours de route. Je te laisse la parole, Corinne. Alors, donc, on va parler de la méthode pour la mise en place d'un système qualité. Donc, on vous a représenté un petit schéma en fait qui reprend tous les chapitres de la norme, chapitres qu'il faudra forcément développer tous les uns après les autres pour mettre en place un système qualité. Donc, le leadership, la planification, le support, les activités opérationnelles, l'évaluation des performances et l'amélioration. Et donc, ce système, dans une démarche classique, on va dire qui serait piloté par une direction ou un service qualité, on se focaliserait d'abord sur le leadership et la planification. On va parler, on va commencer à nous apprendre à aborder les enjeux internes, externes, la politique qualité, la stratégie, enfin, des grands mots. On peut nous parler d'un SWOT de recherche de faiblesses et forces et de risques et opportunités. Donc ça, ce serait une démarche classique, on va dire, mais qui, à notre avis, aura un inconvénient, va vite perdre les équipes. Les équipes, puisque ça va être souvent abstrait pour des équipes terrain, ça va être théorique, et elles vont se sentir un petit peu dépassées dès le début. Donc, au service technique, on en a fait tout autrement. En fait, nous, on a démarré pour mettre en place notre système par nos activités opérationnelles, par le terrain, en se demandant au départ, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre métier finalement? Qu'est-ce qu'on fait exactement pour faire des travaux, livrer un bâtiment? On commence par quoi? Pour découper en processus. Donc, on s'est focalisé sur les activités opérationnelles. Et puis, pour savoir qui sont nos clients et quelles en sont leurs exigences. Donc, au moins l'avantage, et seulement bien sûr après, on en viendra aux autres chapitres de la norme, puisqu'on les a tous dans tous nos systèmes. Mais l'avantage de démarrer avec le terrain, c'est que on pense impliquer les équipes, ils savent de quoi on leur parle, ils comprennent, ils se sentent impliqués et ils ne sont pas tout de suite dépassés, ça les rassure. Donc, c'est ce qu'on a fait, en tout cas au service technique, pour mettre en place notre système qualité. Donc, on pense que cette approche pragmatique, ça a permis effectivement d'impliquer tout le monde, tous les métiers, tous les grades. Au service technique, c'est les gens des ateliers, je parle plus pour la maintenance, pour les travaux, les ingénieurs, les administratifs, les acheteurs. Donc, on a eu une bonne adhésion du personnel parce qu'ils ont compris dès le départ où on voulait en venir. C'était du concret. En plus, chaque entité a progressé à son rythme. On va dire, on n'avait pas le couteau sous la gorge c'était une démarche volontaire. On ne devait pas être certifié absolument. Et puis, le fait d'avoir commencé par un petit département dans lequel je travaille d'ailleurs, la CERUS, la cellule de maîtrise d'ouvrage, ça a fait un effet boule de neige et les gens ont vu le bénéfice de la démarche. Et puis, on a entraîné tout le monde, donc les deux autres gros départements autour de nous, sans oublier bien sûr qu'on a eu un accompagnement de la direction qualité et qui nous a vraiment aidés, parce que bien sûr, il ne fallait pas perdre les fondamentaux non plus. Moi, ISO, personnellement, je ne connaissais pas spécialement, j'avais baigné dedans dans le privé, mais pour mettre en place le système, c'était bien sûr nécessaire d'avoir l'appui de la direction qualité. Ok, alors quand on met en place cette certification tout au long de la démarche,
Bien entendu, on se heurte assez vite à un certain nombre d'idées reçues, et puis il y a des freins qui peuvent se mettre en place par rapport à un certain nombre de personnes qui, dans la structure, ne voient pas ça forcément toujours de manière très positive. Donc, on va essayer de prendre 4 idées reçues, hein, généralement, qui sont mises en avant, et puis voir un petit peu comment on répond à ces idées reçues et comment concrètement chez nous ça se traduit. Alors, une des idées reçues assez classiques, c'est de dire que l'ISO 9001, c'est une infantilisation du personnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est on va nous dire ce qu'on doit faire, comment il faut le faire, alors que on est assez grand, on a toujours fait, ça fait des dizaines d'années, voire plus pour certains qu'on est dans le service, on fait bien notre travail, et puis maintenant, on va probablement nous dire comment on doit faire, comment on doit travailler. Donc, cette infantilisation du personnel, pour nous, en tout cas, c'est complètement faux. C'est pas du tout l'objectif de la certification. D'ailleurs, la version 2015 de l'ISO 9001 ne demande pas du tout de documenter ou de devenir très procédurier. C'est-à-dire, il est bien loin le temps où on disait que la certification ISO 9001, c'était je dis ce que je fais et puis je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc, on ne documente pas forcément tout. D'ailleurs, à la maintenance, on n'a pas de manuel qualité. D'ailleurs, il n'est plus obligatoire hein, dans la version 2015. On n'a pas jugé utile d'en avoir un. Et puis, on a au sens strict du terme. Alors, on a quand même des instructions écrites, etc. Quand on a jugé qu'elles étaient utiles. Mais on a au sens strict du terme de la qualité ISO 9001, on n'a pas de procédure. On a 0 procédure. Ce qui ne pose évidemment, nous a jamais posé de difficultés au moment de la certification. Donc, des instructions sont formalisées, mais uniquement celles qu'on a jugées utiles, c'est-à-dire qui apportent une plus-value au personnel. Et puis, au contraire de l'infantilisation, l'ISO 9001 nous a permis au contraire de clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Ça a été un gros sujet, de bien se mettre d'accord sur finalement qui fait quoi, quel est le rôle de chacun et où s'arrête sa responsabilité. Et ça nous a vraiment permis de clarifier et chacun a pu retrouver un petit peu sa place dans la structure aussi, un peu mieux pour certains en tout cas, parce qu'ils ont mieux compris quel était leur rôle et quelles étaient leurs responsabilités au sein de la structure. Donc, quand on parle de rôle et responsabilité, on est bien entendu à l'inverse de ce qu'on pourrait appeler une infantilisation des personnes. Autre idée reçue, si on met en place la certification ISO 9001, alors ça venait beaucoup des ateliers, peut-être des gens de terrain qui disaient oui, alors s'ils mettent en place la certification, c'est probablement pour fliquer un petit peu plus l'activité, pour savoir ce qu'on fait, pour vérifier que ce qu'on fait est bien fait, etc., etc. Alors, d'une certaine façon, c'est vrai, un peu vrai, mais c'est surtout très faux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi un peu vrai. Un peu vrai parce que, en fait, dans la certification ISO 9001, quand on met en place ce système, on renforce une partie de la traçabilité sur certains événements qui nous semblent sensibles et nécessaires de tracer. Et on va surtout aussi mettre en place des indicateurs qui permettent un meilleur pilotage de l'activité. Il faut bien comprendre qu'au CHU de Strasbourg, j'ai 120 agents à l'activité de maintenance, donc 120 agents d'atelier répartis sur 6 sites. Et quand je suis arrivé au CHU de Strasbourg en 2009 et qu'au bout de 2 ans, j'ai pris la responsabilité de la partie maintenance, j'avais tous les matins l'impression de venir piloter un paquebot, mais sans aucun indicateur, à l'aveugle. C'est-à-dire que je ne savais pas trop où on en était, est-ce qu'on était en retard, pas en retard, en avance. C'était très difficile d'avoir des indicateurs fiables. Donc, on a mis en place des indicateurs et en ce sens, si les indicateurs sont mal utilisés, si l'utilisation qu'on en fait est une manière de taper sur la tête des gens et de leur rappeler qu'ils font éventuellement mal leur travail parce qu'ils sont en retard sur certaines choses, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être vécu comme du flicage. Donc, la notion de flicage, pour moi, est un problème de management, pas un problème de l'ISO 9001. Ça dépend de ce qu'on fait, des indicateurs, des éléments de traçabilité qu'on met en place. Donc, c'est un problème de management, ce n'est pas un problème de l'ISO 9001. Ça, globalement, aujourd'hui, les agents, même s'il y a eu quelques réticences au début, ils l'ont globalement bien compris et bien admis, et il n'y a pas plus trop de soucis sur cet aspect. Et puis, en conclusion, on a essayé de leur faire comprendre que la confiance, c'est de rendre des comptes, et que ce n'est pas parce qu'on rendait des comptes et qu'on traçait ce qu'on faisait et qu'on avait des indicateurs que c'était une marque de non-confiance.
Alors, une autre idée reçue, c'est la certification ISO 9001, c'est beaucoup de papier en plus. Eh bien non, c'est pas beaucoup de papier en plus, c'est totalement fou pour nous, puisque déjà, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Cédric avant à propos de l'infantilisation. Du papier, la norme n'impose rien du tout au niveau du papier. Le nombre de documents obligatoires est effectivement très limité. Et justement, ISO 9001 nous pousse, je dirais, à faire le ménage dans tous les papiers qu'on a pour finalement se rendre compte qu'on a une série de papiers qu'on utilise très peu ou mal et d'en faire un grand ménage pour vraiment se concentrer sur les plus pertinents et les plus utiles. Et donc finalement, on se rend compte justement que c'est le moment vraiment de trier. C'est aussi le moment de faire des arborescences informatiques ou de faire quelque chose où tout le monde s'y retrouve et qui sera beaucoup plus pratique pour tout le monde et on gagnera du temps. Et en plus, effectivement, comme on n'a pas besoin de tout écrire, on n'est plus au temps où on décrivait pas un processus mais une procédure pour faire une activité. Non, on met plutôt avec ISO 9001 en avant les compétences de chacun. On va juger on va se baser sur les compétences, le savoir-faire, bien sûr, tout en évaluant et en formant le personnel pour s'assurer de sa compétence. Enfin, une autre idée reçue, c'est chronophage à mettre en place et à faire vivre. Donc, c'est un petit peu vrai, puisque quand on met en place un système, il va quand même falloir se poser les bonnes questions et puis faire des réunions et réfléchir sur nos activités et mettre en place des choses. Mais finalement, c'est un investissement en temps qui est, je dirais, un petit peu important au début, quoique, mais que finalement va nous faire gagner un tel temps qu'on aura vite un retour sur investissement non négligeable. Alors, un exemple pour les agents de la Cérus, hein, on est une dizaine à peu près. On avait estimé que sur les 2 à 3 ans de la mise en place du système, nous, on était certifiés, quand même pour rappel, sur l'ancienne norme, hein, on était certifiés en 2012. C'était à peu près une moyenne de 6% du temps passé pour la mise en place. Et puis, aujourd'hui, en routine, entre guillemets, on va dire, c'est 2% du temps. Donc, finalement, c'est un investissement mineur pour des bénéfices globalement qui sont tous reconnus par les équipes au niveau gestion documentaire, la façon de s'organiser, et on note vite une belle amélioration. Alors, un des autres aspects sur lesquels on a beaucoup travaillé du côté maintenance, c'est d'essayer de rendre les choses le plus concret possible, c'est-à-dire de sortir de la théorie et de rendre les notions même de l'ISO 9001 concrètes sur le terrain. Alors, on va en prendre quelques-uns de ces notions, on va dire un petit peu générales hein, de l'ISO 9001. Une des notions classiques, hein, c'est l'orientation client. Alors, bien entendu, l'orientation client peut difficilement être contre. Tout le monde va dire, bah oui, le client c'est important, on va essayer de tout faire pour qu'il soit content, etc. Alors déjà, il y a un petit bémol parce que moi qui viens du privé, l'orientation client, oui, c'était une notion assez innée puisque le client, c'était celui qui nous rétribuait, qui faisait vivre la société. À l'hôpital, c'est pas tout à fait pareil. Parce que déjà, le mot client, le mot même client, dans certains ateliers, a eu un peu de mal à diffuser. Hein, ils avaient un peu de mal à accepter que les services de soins étaient des clients. Bon, alors on a dit c'est pas grave, on peut les appeler autrement, c'est pas très grave. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on montre que ce qu'attendent les services de soins était important pour nous. Alors concrètement, comment ça se traduit? On a mis en place des engagements, c'est-à-dire on a dit finalement, qu'est-ce qu'attendent les services de nous et sur quoi on peut s'engager. Et puis des actes d'amélioration aussi sur lesquels on a travaillé. Concrètement, quelques exemples, hein, on ne va pas les détailler, mais quelques exemples. On a par exemple fait un gros travail de communication, c'est-à-dire qu'on a enfin compris, enfin certains ont enfin compris, ce n'est pas forcément inné, que les services de soins n'attendaient pas seulement de la maintenance, que la maintenance soit faite, mais aussi qu'il y ait une communication efficace qui soit faite. Par exemple, on ne communiquait pas sur ce qu'on appelle les dates cibles, c'est-à-dire la date à laquelle on estime que ce qu'ils nous ont demandé sera réalisé. Et donc, les services de soins, souvent, nous reprochaient le fait que les choses étaient faites, mais on ne savait jamais trop bien quand. Donc ça, on communique aujourd'hui beaucoup mieux et on essaie de tenir à jour nos dates cibles.
on clôture rapidement les demandes d'intervention une fois qu'elles sont traitées, de telle sorte que on soit à jour aussi en termes de communication, que les services de soins soient informés quand le travail est terminé. Et on a aussi mis en place des indicateurs pour suivre le respect de ces engagements, notamment sur les délais d'intervention et sur les pannes urgentes. Pourquoi ces indicateurs? Un, pour vérifier si nos engagements sont tenus et pour avoir une vision objective des choses. Et deux, aussi pour pouvoir communiquer dans l'autre sens vers les services de soins, ce qu'on fait régulièrement par rapport à des gens qui parfois pourraient encore se plaindre que des délais d'intervention sont trop longs. Et ben, on leur montre clairement quels sont nos chiffres et quels sont nos délais d'intervention. Et donc, parfois, certains se rendent compte que les délais d'intervention sont globalement bien tenus et que malgré tout, il reste des cas particuliers où il peut y avoir des dérapages sur certaines interventions, ce qui arrive toujours. Mais aujourd'hui, par exemple, sur les délais d'intervention sur les pannes urgentes, on est à plus de 95% des pannes urgentes qui sont traitées dans la journée. Autre concept, on va dire, qui est un peu théorique, c'est l'amélioration continue. Alors, on peut difficilement être contre l'amélioration continue, là aussi. Bien entendu, tout le monde dit, bah oui, on essaie de s'améliorer, on essaie de faire mieux, mais concrètement, comment on fait? Alors, on a appuyé sur le fait qu'il y avait une importance sur l'implication du personnel sur l'amélioration continue. Il faut que le personnel se sente concerné par cette amélioration continue. Et on favorise ce qu'on appelle le signalement des dysfonctionnements. Alors, ça aussi, ce n'est pas forcément inné parce que signaler des dysfonctionnements, c'est dire là, il y a un truc qui ne marche pas bien, peut-être que je suis d'ailleurs en partie responsable. Et signaler des dysfonctionnements, c'est aussi dire mon collègue, il a peut-être pas tout à fait bien fait ce qu'il fallait, ou l'organisation est peut-être pas géniale. Mais donc, souvent, les dysfonctionnements, quand ils apparaissaient, ils étaient traités au sein d'un atelier, on lavait son petit linge sale en famille, mais ça ne remontait pas. Aujourd'hui, on essaye de signaler les dysfonctionnements, d'inciter au signalement et d'apprendre de nos erreurs. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, les ADN. On a joué un petit jeu de mots là-dessus en disant que l'amélioration, c'était notre ADN. Qu'est-ce qu'on appelle des ADN en interne, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, en tout cas au service technique? Ce sont des anomalies, des dysfonctionnements ou des non-conformités internes. Voilà, ADN. Alors, il y a une fiche de signalement, il y a d'autres moyens de signaler des dysfonctionnements, mais celle-ci, par exemple, est très pratique pour les gens des ateliers qui ne passent pas leur journée sur des ordinateurs ou sur d'autres systèmes. Donc, ils peuvent signaler aussi manuellement, même de manière anonyme, ce n'est pas un problème. On leur rappelle bien sûr que signaler une anomalie, un dysfonctionnement est quelque chose de normal, c'est la première étape vers l'amélioration et que ça doit être rédigé dans un esprit constructif et il ne s'agit pas de régler des comptes. Et on leur propose aussi toujours, tout en bas de la fiche, de proposer des pistes d'amélioration. Parce que bien entendu, il y a beaucoup plus de gens qui se plaignent de dysfonctionnement ou d'anomalies, beaucoup moins qui sont moteurs pour proposer des choses. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, ils proposent plus naturellement des pistes d'amélioration. Alors, un autre thème aussi, c'est tout ce qui est relation avec les parties intéressées. Alors, les parties intéressées, qu'est-ce que c'est en fait, les parties intéressées? Eh bien, ce n'est pas seulement les clients finaux, mais les parties intéressées, c'est l'ensemble des partenaires, on va dire, avec qui on va avoir des interfaces et qui vont impacter notre activité ou être impactés par notre activité. Et en fait, la démarche ISO nous a permis de mieux appréhender, prendre en compte toutes les attentes, les exigences de l'ensemble de parties intéressées et qui ne sont pas seulement en fait les clients, donc pour nous souvent c'est les utilisateurs finaux, mais c'est aussi les futurs exploitants et on s'est rendu compte que c'était intéressant de prendre en compte les exigences des avoisinants, on va dire. Quand on fait un chantier, des gros travaux, souvent effectivement ça fait beaucoup de bruit, ça fait des poussières et on s'en est rendu compte sur une grosse opération qu'on avait, le fait de communiquer avec eux, en amont les prévenir qu'on va faire des travaux, c'était quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas oublier que par exemple ces avoisinants toujours, ils ont très facile de nous faire interrompre nos travaux. Donc c'est une meilleure organisation par de la communication, des notes, des rencontres pour améliorer ces relations avec l'ensemble de nos partenaires. Alors,
quels sont les bénéfices de la démarche? Alors, il y a ce qu'on attend, c'est-à-dire au point de départ, on attend un certain nombre de choses. Donc, il y a des choses qui sont assez évidentes. Et quand elles arrivent, on dit, bah oui, c'est un peu pour ça qu'on l'a fait quand même. Et puis, il y a des choses qui peuvent apparaître qui sont un peu moins attendues et qui, du coup, nous ont peut-être surpris un petit peu plus. Alors, quelques bénéfices de la démarche. Alors, d'abord, ça, c'était attendu. On a un impact positif sur la certification de l'établissement. Pourquoi? Parce que quand les experts visiteurs, hein, c'est comme ça qu'on les appelle de mémoire, viennent, le fait que nos départements soient certifiés ISO 9001 a simplifié les choses. C'est-à-dire que concrètement, ils n'ont plus vraiment trop creusé et audité cette partie-là. Ils ont dit, bah, ils sont certifiés ISO 9001, ils ont mis ça dans leur rapport. Ça ne les a pas empêchés de poser éventuellement l'une ou l'autre question, mais ça a simplifié les choses. Alors, en quoi c'est mieux? Et de dire, d'un côté, vous avez un audit de l'AFNOR, puisqu'on travaille avec l'AFNOR sur notre certification. De l'autre côté, des experts visiteurs, en quoi ça change? Alors, ça change pour nous parce que en face, l'auditeur de l'AFNOR, en l'occurrence, enfin, de l'organisme de certification, c'est un auditeur qui est du métier. C'est-à-dire que vous avez face à vous un interlocuteur qui parle le même langage que vous et qui parle votre métier. C'est en l'occurrence, nous, par exemple, notre auditeur depuis 3 ans est quelqu'un qui connaît la maintenance, qui vient de l'industrie, qui sait ce que c'est des travaux, qui sait ce que c'est de la maintenance. Donc, pour nous, c'est quand même plus simple et rassurant de discuter et d'échanger avec un auditeur, de répondre à un auditeur qui connaît parfaitement notre métier. Pour ceux qui connaissent le milieu hospitalier, vous savez que les experts visiteurs, dans l'équipe d'experts visiteurs, il y a assez rarement quand même des gens qui sont des services techniques. Il y en a peut-être parfois, mais c'est quand même assez rare. Ce sont plutôt des gens qui ont un profil soignant ou des directeurs d'établissement. Et donc, ce sont quand même souvent des gens qui, les sujets techniques, ne les maîtrisent pas vraiment, quoi. Donc, pour nous, c'est quand même moins déstabilisant et plus rassurant de discuter et d'apporter des éléments de preuve sur des questions à une personne qui, techniquement, maîtrise le sujet. Amélioration des relations avec les services de soins. Alors, ça, c'est un peu inattendu. On ne pensait pas que ça allait forcément impacter là-dessus. On s'est rendu compte que le fait de s'intéresser plus aux attentes des services de soins, d'aller les rencontrer, de leur demander de nous évaluer. Alors, on ne le fait pas par un questionnaire comme ça se fait généralement ou très souvent parce que c'est un petit peu, pas forcément toujours très pertinent de notre point de vue, mais bref, on a plus formalisé des rencontres régulières, etc. Le fait de mieux connaître les gens, de discuter avec eux, de comprendre leurs attentes, a quand même beaucoup facilité et amélioré, de mon point de vue, les relations qu'on avait avec certains services de soins. Ils étaient très surpris au début. Ils étaient très surpris qu'on vienne les écouter et essayer de comprendre quels étaient leurs problèmes. Il y a un peu plus d'entraide qui s'est mis en place, encore plus dans la période malheureusement qu'on a vécue de Covid. Par exemple, on a ouvert des nouveaux bâtiments et on a notamment accueilli des gens qui ne faisaient pas partie de notre structure, des US, hein, qui ont intégré un bâtiment pour lequel on assure la maintenance. Et ben, franchement, on a eu de très bons retours de leur part. Ils sont très satisfaits de la façon dont on procède et ils sont très étonnés de la qualité d'écoute et de réactivité qu'on peut leur proposer. Donc ça, pour moi, c'est un bénéfice plutôt inattendu à ce niveau-là. Des objectifs clairs et partagés dans un contexte de fort turnover de nos directions de pôle. Alors bon, ça c'est une histoire interne, mais alors, je ne sais pas si c'est très partagé dans les établissements de santé, mais il se trouve qu'on a eu pas mal de changements au niveau de nos directions de pôle et que du coup, c'est toujours un petit peu difficile quand les directions changent parce qu'il peut y avoir des changements d'orientation, des changements de cap, etc. Et quand vous changez 4 fois de directeur de pôle en 5 ans, forcément, c'est un peu compliqué. Et du coup, je pense que pour les équipes, c'est rassurant d'avoir des objectifs à moyen, long terme qui, eux, sont un peu immuables et qui sont construits en lien avec le système qualité et que du coup, on a des objectifs internes, des démarches qui sont construites, finalement, qui sont directeurs indépendants, entre guillemets. Et on a un pilotage qui est aussi stabilisé en interne parce qu'en fait, l'ISO 9001 nous pousse vraiment à une espèce de planification des choses. Il y a des passages obligés, les revues de direction, la révision des objectifs annuels, les évaluations qui sont planifiées, la sortie des indicateurs qui forcément donne lieu régulièrement à des discussions et à des communications.
Donc, il y a une espèce de rythme qui se met en place et qui stabilise un pilotage qui, du coup, quand des soubresauts arrivent ou des problèmes arrivent, est un petit peu plus stable. Alors, concrètement, on va vous donner 2 exemples qui nous semblaient intéressants. Un premier exemple au département maintenance et travaux courants. Alors, on fixe des objectifs annuels, pas individuels, hein, mais des objectifs globaux par rapport au département. Et ils sont partagés, ces objectifs. Quand je dis partagés, ça veut dire qu'ils sont communiqués aux équipes, ils sont même affichés de manière très large, expliqués, commentés, etc., aux chefs d'atelier, aux agents, etc. Alors, ça se présente comme ça, hein, c'est un petit extrait. Vous voyez, on essaie de joindre un peu l'objectif un peu ludique aussi. Alors, quelles sont nos cibles pour l'année 2020 qui est en cours, hein, qui se finit? Alors, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez qu'il y a… On essaie de fixer un objectif. Le but de ces objectifs présentés aux agents, c'est que chaque agent au sein de la structure, donc les 150, chacun puisse se reconnaître dans au moins un objectif pour que chacun comprenne la contribution qu'il peut avoir et en quoi il est en lien finalement avec cette démarche. Si on ne fixe que des objectifs de pilotage, de management, certains vont décrocher et vont dire bon, c'est une histoire de directeur, d'ingénieur, mais ça ne nous concerne pas. Ou dans l'autre sens, c'est une histoire que d'agents de terrain, ça ne concerne pas les ingénieurs, ça ne concerne pas… Voilà. Donc, par exemple, développer et adapter des outils de mobilité pour les agents des ateliers. Bon, bah, ça leur parle. Ça veut dire qu'on fait un effort accru cette année pour essayer de déployer les outils de mobilité qui leur servent au quotidien. Mais il y en a pour tout le monde. Et par exemple, le dernier, bah, tiens, prenons par exemple le dernier, bah, nos collègues, on a quelques personnes, bien sûr, qui gèrent toute la partie commande, facturation, marché. Eh ben, on a identifié qu'on avait un dysfonctionnement sur le circuit de système de commande facturation qui a généré un certain nombre d'ADN, comme on vous l'a expliqué, de signalements de dysfonctionnement. Eh ben, on a mis sur la table le fait qu'on allait revoir en détail ce système pour essayer de l'améliorer. Je ne les lis pas tous, mais voilà des objectifs clairs qui sont fixés et qui sont à évaluer. C'est-à-dire que l'année suivante, là bientôt, début janvier, on va faire une évaluation et on communiquera auprès des agents aussi sur l'évaluation, c'est-à-dire on dira bah, quels sont les objectifs qu'on a atteints, lesquels on n'a pas atteints et pourquoi, et voilà, et on fixera des nouveaux objectifs ou on relancera certains qui n'auraient pas abouti pour des raisons diverses. Et un deuxième exemple, donc pour la CERUS, c'est de mettre en place une politique qualité qui est revue tous les ans et puis qui est communiquée aussi largement, comme les objectifs du département maintenance. Nous, notre politique qualité, elle est aussi affichée, elle est discutée entre nous, tout le monde la connaît et on l'élabore ensemble avec toute l'équipe de la CERUS tous les ans. Alors pareil, j'ai mis la politique qualité, mais je ne vais pas développer tous les thèmes. Mais par exemple, une nouveauté qu'on y a ajouté à la politique qualité, c'est de mettre en place un retour d'expérience systématique à la fin d'une opération. Nous, on est à la fin d'une grosse opération qui est terminée maintenant, qui a duré 10 ans, avec des gros enjeux. Et là, on a fait un premier retour d'expérience qui est très intéressant parce que dans l'équipe, tout le monde ayant participé à cette opération, bah, chacun peut remonter les difficultés qu'il a rencontrées, des spécificités qui auraient été mal renseignées dans des marchés, ou alors tout aussi les aspects positifs, hein, ce qui a été positif. Donc on en discute, on communique là-dessus, et puis bien sûr, ça nous permet de nous améliorer à part de reproduire les mêmes erreurs sur des opérations futures, donc en injectant des thématiques après dans chaque processus, on va dire. Un autre axe de notre politique, c'est de renforcer la communication et le partage d'informations, alors non seulement au sein de la CERUS, mais aussi avec nos autres parties intéressées qu'on appellera les plus pertinentes, par exemple le service maintenance, puisque nos opérations après vont passer en exploitation. Donc, on a décidé de poursuivre et de renforcer cette politique de communication et de partage d'informations. Donc, ça fait partie de l'amélioration continue. Et puis, effectivement, c'est un peu, on va dire, de l'inattendu, puisqu'on est certifié, mais on s'améliore en fait constamment. OK. Alors, du coup, si on en revient un petit peu au titre de cette présentation, finalement, du coup, le qualiticien, il sert à quoi dans cette organisation? Et puis finalement, est-ce qu'il est bien utile?
Alors Corinne, même si elle est responsable de qualité, et moi aussi de mon département, et Corinne de la Cérus, c'est pas notre métier premier du tout. Non. Ça nous occupe un tout petit peu de notre temps, comme on vous l'a indiqué, hein, dans des proportions assez marginales. C'est pas notre métier de base. On est, moi, opérationnel, hein, à fond sur la partie maintenance, et Corinne sur la partie cellule de maîtrise d'ouvrage. Alors, la qualité, de notre point de vue, ne doit pas être une affaire de spécialistes. Si on confie la qualité uniquement, on l'abandonne donc à un service qualité ou à un qualiticien qui nous serait détaché, il y a un fort risque, c'est qu'il y ait une déconnexion qui s'opère éventuellement avec la réalité de terrain. Au CHU de Strasbourg, c'est une application volontaire, non subie, comme l'a dit Corinne, c'est-à-dire que personne nous a, on n'avait pas l'obligation, en quelque sorte, d'être certifié ISO 9001. Dans certaines structures, c'était le cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais auparavant, c'était une obligation légale. Enfin, on n'avait pas le choix, où l'entreprise fermait, mettait la clé sous la porte. Et là, du coup, ça devient un peu plus une affaire parfois de spécialistes, parce que l'objectif, en gros, c'est de maintenir le certificat, c'est de l'avoir, parce que sinon l'entreprise ne survit pas. Et donc là, on confie ça parfois à un qualiticien pur et on lui dit, bah, écoute, tu te débrouilles, Coco, hein, tu fais ce qu'il faut, mais en tout cas, il faut qu'à la fin de l'année, le certificat soit renouvelé. On n'a pas du tout cette pression-là, cette obligation, même si ça nous embêterait beaucoup de perdre cette certification, bien entendu, mais on n'a pas cette pression-là, pas cette obligation-là. C'est une démarche tout à fait volontaire et non subie. Et donc, on essaye de l'intégrer complètement dans nos activités et de ne pas en faire une activité à part qui serait là pour assurer et garantir la survie d'un certificat. Alors, est-ce que le spécialiste qualité, du coup, est inutile? Non, il est totalement indispensable même, je vous rassure, pour ceux qui seraient qualiticiens autour de l'écran. Pourquoi? À nos yeux, parce qu'il vulgarise des concepts de l'ISO 9001 et il nous guide dans la mise en place, parce que les concepts sont parfois pas toujours très simples à comprendre ou à saisir, où il y a des subtilités parfois dans l'ISO 9001 qui n'est pas simple. Et donc, il nous aide vraiment là-dessus à vulgariser, à rendre compréhensible et à se traduire dans les faits des concepts qui peuvent parfois paraître un peu compliqués. Il veille au respect des exigences, bien sûr, des ISO 9001 qu'il maîtrise, lui, j'ai écrit. Pourquoi lui? Parce que c'est probablement un des seuls qui a lu et qui connaît parfaitement l'ISO 9001. Bon, moi, en l'occurrence, je la connais aussi assez bien, mais on ne dort pas avec du matin au soir non plus. Et mes équipes, les autres personnes de l'équipe qui participent bien entendu complètement à cette certification, n'ont pour la plupart jamais même vu ce document, cette norme ISO 9001. Le qualiticien peut proposer des solutions, des méthodes, oui, parce qu'il voit d'autres structures, il voit plein de choses en interne, et donc, plutôt que de réinventer à chaque fois des nouvelles solutions, de nouvelles méthodes pour certains éléments, eh ben, il peut nous proposer ou nous aider, ou nous montrer comment font d'autres sur certains sujets. Il aide à prendre du recul et participe aux évaluations. Oui, nous, on a la tête dans le guidon, voilà, on n'est pas des qualiticiens purs, ce n'est pas notre job à temps plein. Donc, lui, quand il vient, il nous aide à prendre du recul et il nous aide à faire aussi les évaluations. Il veille, in fine aussi, un point important, à la cohérence avec la politique institutionnelle, parce que nous, certes, on représente à nous deux 160 personnes du CHU de Strasbourg, mais ça reste 160 sur 12 000, c'est-à-dire rien, un léger pourcent. Et du coup, il y a une politique institutionnelle qualité aussi, puis il est là aussi pour veiller à ce que nous on fait, les orientations qu'on prend sont cohérentes avec la politique institutionnelle. Et puis, pour terminer, ce qu'on essaye de viser, c'est pas de manager la qualité, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que le certificat est renouvelé et de faire que du management de la qualité. Mais ce qu'on essaie, c'est de manager par la qualité, c'est-à-dire d'utiliser finalement le système qualité comme un outil et non pas comme une fin en soi. C'est essayer de manager vraiment par la qualité. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Et pendant que vous posez les premières questions, je vais tenter un recadrage pour qu'on revoie nos visages. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, très éclairante.
En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à une démarche de ce style-là. Pourtant, pour avoir mis déjà un système qualité en route, mais dans une cuisine centrale. Et je pense on était sur quelque chose d'un peu plus lourd. Ça va m'amener un peu à ma première question, qui est, alors, on sait que la non-qualité a un coût, et que du coup, on sait aussi que la qualité a un coût. En routine, vous parlez d'1,5 ETP, plus l'organisme externe, et j'ai entendu que il y avait eu quelques changements de directeur de pôle qui pour l'instant n'ont pas remis en cause cette démarche qualité. Pour autant, est-ce que vous n'avez jamais été questionné, cuisiné sur le coût de cette qualité, et que sans l'ISO, on pourrait faire pareil, quoi? À ce stade, pas officiellement en tout cas, mais comment dire, je reviens sur ce que je disais à la fin. Si effectivement, si la finalité, c'est le certificat, c'est-à-dire le fait d'être ISO 9001, on peut se poser la question, comme ce n'est pas obligatoire, pourquoi on le fait? Mais ça, les gens qui posent cette question du coût, en fait, ils sont dans la question de à quoi sert in fine le certificat. Et en fait, ce n'est pas le certificat qui est la fin en soi. C'est qu'est-ce que nous apporte le système qualité. Et donc, l'audit, c'est la personne qui vient aussi, qui va regarder comment on fonctionne et qui va aussi apporter un éclairage, une vision des choses et qui va nous aider à nous remettre en cause. La qualité, finalement, c'est un moyen, un outil pour nous pour essayer de s'améliorer, qui va nous contraindre aussi, c'est vrai parfois, mais parfois vous savez aussi que c'est un petit peu par des contraintes qu'on avance. Hein, si on n'a jamais d'objectifs, de timing, si on n'a pas d'indicateur qui nous rappelle à l'ordre, eh ben voilà, on se laisse peut-être un peu aller parfois sur certains sujets, quoi. Donc, bien sûr que ça a un coût qui reste très honnêtement marginal. Alors, je ne sais plus par cœur le coût de certification et de suivi par l'AFNOR, mais c'est assez ridicule quand même, à la taille de l'établissement. Et le temps qu'on y consacre, c'est du temps finalement de management. Je veux dire, quand ce qu'on appelle les pilotes de processus, c'est-à-dire les gens qui gèrent les différentes activités, on va dire internes, se réunissent pour parler des problèmes qu'on a rencontrés, des difficultés et pourquoi nos indicateurs dérivent, on peut certes éventuellement considérer que c'est de la perte de temps. Bon, c'est sûr que si on considère que regarder comment ça fonctionne et discuter des problèmes qu'on a rencontrés, c'est de la perte de temps, forcément, ouais. Moi, je ne considère pas ça comme de la perte de temps. C'est des réunions de qualité, mais finalement, on y parle de choses dont on ne parlait peut-être pas correctement ou pas suffisamment auparavant, et qui sont des choses pour moi quand même fondamentales, apprendre de nos erreurs, où est-ce qu'on en est, etc. C'est quelque chose, oui. C'est quand même très gênant aussi, enfin, de mon point de vue, quand je suis arrivé, c'est quand même un peu gênant de travailler dans une structure sans vraiment connaître c'est quoi les objectifs et c'est quoi la politique. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on attend vraiment de nous et c'est quoi les objectifs à moyen court terme, quoi. Là, le fait qu'il soit clairement identifié, alors on va dire c'est du temps perdu à faire de la qualité. Non, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné pour que les gens comprennent et partagent sachent tous ce vers quoi on va et ce sur quoi on nous attend fin d'année en termes de résultats. Mais c'est sûr que ça. Il y a un commentaire de Bertrand Chaubert qui dit « Il ne faudrait pas que ce désintérêt se retrouve sur d'autres démarches structurantes, elles aussi comme l'ISO 50001 ». Voilà. Alors, il y avait une question beaucoup plus tôt de Frédéric Alexandre qui, lui, n'a pas de micro. Alors, est-ce que la formalisation des métiers et compétences permet bien de réduire la protocolisation des pratiques et la nécessité de traçabilité des actions? J'espère que la réponse est claire. La question est claire. Pour moi, elle l'est. Oui. Pour moi, elle l'est, oui, parce que très clairement, sur certaines activités, alors bien sûr, on décrit nos processus, c'est-à-dire on explique comment ça fonctionne. Et bien, pour certaines activités, on dit que ça repose sur la compétence des gens. Et donc, on ne va pas faire de procédure ou d'écrire par le menu détail comment on fait certaines activités, parce qu'on considère que c'est de la compétence des personnes. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne s'est pas dédouané en disant « bon, débrouillez-vous les gars, c'est votre compétence, débrouillez-vous ». On se met déjà d'accord avec eux, c'est-à-dire clairement dans leur fiche de poste, qu'ils n'avaient pas avant d'ailleurs, on leur dit
que ça, c'est de leurs compétences. Et ces compétences, elles sont en plus évaluées annuellement par leur responsable d'atelier ou par leur supérieur hiérarchique. C'est-à-dire qu'on a très concrètement, chaque chef d'atelier, par exemple, pour parler de mon métier, maintenant, chaque chef d'atelier a déterminé quelles étaient précisément les compétences techniques dont il avait besoin. Et pour chacune de ces compétences techniques, il fait une évaluation de son agent. Il l'envoie en formation quand il veut que certains grimpent en compétences. Et donc, on a identifié clairement qui était compétent en quoi. Et on a même identifié dans chacune des compétences qui pouvait être référent sur le sujet. C'est-à-dire qu'y compris les équipes en interne savent sur chacune des compétences que si j'ai une question, c'est-à-dire je ne suis pas tout à fait expert sur le sujet, vers qui je peux me tourner et qui saura me guider en termes de compétences et m'aider. Donc, très clairement, alors pas toutes les activités, certaines sont cadrées avec des instructions et des modes opératoires, etc. Mais sur un certain nombre d'activités, on a considéré qu'on s'appuyait sur la compétence des gens et donc on n'a pas besoin de protocoliser, on n'a pas besoin. Mais ça, c'est nous qui faisons le choix de dire ça, c'est trop sensible pour ne pas le protocoliser ou procédurer ou comme vous voulez, utiliser le terme que vous voulez. Et ça relève de la compétence et on s'appuie sur la compétence des gens, à condition de l'évaluer, bien entendu, cette compétence, et de l'évaluer et de maintenir un niveau de compétence et de formation adapté. La réponse est très claire et très tranchée, c'est bien. Merci. Est-ce que vos fiches incidents sont intégrées dans votre logiciel qualité ou s'agit-il d'une démarche parallèle au fichier d'événements indésirables? Ah, ça c'est une question piège. Alors, on a effectivement, alors ça c'est un hospitalier qui pose forcément la question. Oui, c'est séparé. On utilise. Parallèle. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça des événements indésirables. Vous avez compris la subtilité, c'est bien. Oui, l'ADN. Voilà. On n'a pas voulu le faire parce que figurez-vous qu'on a un outil effectivement de traçage des événements indésirables, comme j'imagine tous les établissements de santé de manière obligatoire. On utilise un outil, je ne sais pas si c'est un outil national d'ailleurs, en tout cas on utilise Norméa. Mais dans les faits, on utilise les services de soins nous déclarent des événements indésirables. Nous, ça peut nous arriver, c'est rare, mais ça peut arriver dans l'autre sens aussi. Mais si on demande à mes équipes d'agents des ateliers d'aller sur Norméa pour faire un événement indésirable, ils le font. Il y en a 1 ou 2 par an quand même, ça peut arriver. Mais concrètement, on n'a jamais de signalement de dysfonctionnement parce que c'est un système un peu complexe quand même, il faut bien le dire. Et puis souvent, les signalements qu'ils font, le fait d'aller sur Norméa, ça donne l'impression que c'est un sujet très grave, important. Et du coup, ça veut dire que tous les signalements du quotidien de dysfonctionnement, d'anomalie, qui peuvent paraître anodins, mais dont la répétition devient quand même gênante parfois, ils ne vont pas le faire. Et donc, on n'avait jamais aucun signalement. Et l'auditeur, à juste titre, nous a dit une structure sur laquelle il n'y a jamais de dysfonctionnement qui remonte, c'est très louche. Sous-entendu, ce n'est pas possible. Et donc, on a changé du coup. Alors, c'est vrai que le service qualité a un petit peu grincé des dents chez nous quand on a mis ça en avant. On a essayé de leur rendre quand même, mais du coup, on fait des signalements et du coup, on est passé de 2 signalements par an à une 50aine, voire plus par an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, question complémentaire, ils profitent ils se servent de l'anonymat ou ils n'ont pas peur du tout de mettre leur nom et de pouvoir rééchanger sur le sujet? En grande majorité, ils mettent leur nom. D'accord. C'est extrêmement rare. On vous a donc autorisé à avoir ce système dit parallèle, du coup. Comment ça avait été vécu? Alors pour boucler le tout quand même, si le sujet nous semble important et relevé d'un événement indésirable quand même sérieux, dans ce cas-là, nous, on prend l'initiative, quand je dis nous, c'est le pilote du processus, le responsable qualité ou le département, de le transformer en événement indésirable dans Norméa. Quand on estime que c'est vraiment un sujet qui mérite, qui sort du cadre interne, qui a un impact direct sur le patient et qui a pu avoir des conséquences graves. Dans ce cas-là, on le transforme et on génère un événement indésirable. D'accord.
Alors, une question de Cédric Marchal, alors c'est plus un commentaire qu'une question qui dit: on a engagé une démarche d'amélioration continue au sein de notre service technique. Nous avons structuré le fonds sans engager la démarche sur l'ISO. Néanmoins, aujourd'hui, établissement partie d'un GHT, donc sans doute pas l'établissement support, ça c'est clair. Nous avons parfois des choix de l'établissement support incompatibles avec la structure mise en place. Et du coup, l'établissement support n'ayant pas la même vision dans le développement du service technique, vision de la sous-traitance par exemple. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, la question qui est derrière ça, c'est est-ce que vous essayez d'essaimer sur les établissements parties de votre GHT? Parce que je suppose que vous êtes établissement support. Oui, oui, on est. Oui, on est établissement support, mais non, on n'est pas. D'accord. On a une petite difficulté avec ça. Je ne sais pas si ça. Non, ça ne répond pas, mais on a une petite difficulté avec ça qui commence à être pointée par nos collègues acheteurs. C'est quand les procédures d'achat sont faites par un autre membre du GHT et que du coup, ils ne respectent pas forcément nos processus d'achat tels qu'ils sont décrits dans notre manuel, enfin, manuel de qualité, on n'en a pas, mais dans nos processus, quoi. Et du coup, ça pose un petit problème parce que notamment, on fait une évaluation de chaque processus procédure d'achat, une évaluation à la fin pour savoir si ça s'est bien passé, si ça a été fait dans les délais, si on est satisfait, etc. Et cette évaluation, à ce stade, on n'a pas réussi à l'imposer aux membres du GHT qui feraient des marchés pour nous, par exemple, dans le cadre du GHT. Parce que vous avez, enfin, dans le cadre de la procédure achat, la responsabilité, la signature est du côté de l'établissement support du GHT. Vous auriez pu, alors je mets des guillemets, imposer vos procédures pour une certaine uniformité et un certain respect de ces règles-là. Vous n'avez pas fait ce choix-là. On aurait pu, mais pour l'instant, c'est un projet. D'accord. C'est initié. On a identifié ça comme étant un petit point, voilà, une petite difficulté, quoi. D'accord. Alors j'ai Ceci un dit, aujourd'hui, commentaire. on fait la majeure partie des marchés, c'est nous qui les rédigeons, donc ça va. Ok. Alors j'ai un commentaire toujours plus qu'une question. La qualité au jour le jour est de se dire simplement qu'il faut faire simple, bien du premier coup à tous les coups et à simple coup. Et avoir des repères pour voir le chemin parcouru. Alors c'est vrai que c'est du pragmatisme parce qu'en fait quand on vous écoute, il y a un mot que je ne m'attendais pas à retrouver dans la démarche qualité, autant de pragmatisme je m'attendais à le retrouver. L'entraide, c'est pas un terme que j'aurais vu apparaître dans la démarche qualité et c'est quelque chose sur lequel vous avez insisté. Oui, oui, c'est une question. Non, oui et non. Oui, parce que fondamentalement, comme je l'ai dit, j'ai l'impression, et c'était un inattendu, j'ai l'impression que ça a rapproché un petit peu les gens. Voilà. Si vous voulez, de manière un peu grossière, parce que c'est pas vrai de dire ça comme ça, mais de manière un peu, pas grossière, mais caricaturale, avant, le service de soins, c'est celui qui nous embête, hein, c'est celui qui nous donne du travail, qui est jamais content. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, ce discours-là, c'était pas tout à fait comme ça, il ne faut pas exagérer, mais ce discours, on l'entend moins et on est plus, j'ai l'impression, plus à l'écoute parce qu'on va plus vers les gens pour comprendre leurs problèmes, leurs difficultés qu'on ne le faisait avant. Avant, on faisait du technique, c'est-à-dire on venait réparer. Voilà. Mais les problèmes de com, etc., ce n'était pas le souci premier. Alors, par rapport aux commentaires de tout à l'heure, il y a un Fabrice Falcon qui fait le commentaire: ADN ou Norméa sont des outils, l'essentiel est que les dysfonctionnements remontent, soient analysés et qu'il y ait de l'amélioration. Donc effectivement, je crois que là-dessus, on peut être tous d'accord. Je pense que j'ai fait. Merci Fabrice. Il est Alors, de la direction de la qualité chez nous, c'est pour ça que… ah bah oui, alors moi je ne vois pas. Moi je me disais, il est à l'autre bout de la France et il adhère aussi à la démarche. S'il y a des fidèles supporters. Je pense que j'ai dû faire le tour des questions. On n'est pas très nombreux. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, qui n'hésitent pas à allumer leur micro et à poser la question en direct. On peut encore en prendre quelques-unes. J'ai l'impression que vous avez été très complet, que ça répond à vraiment toutes les attentes. Bon. Écoutez, il va me rester à vous remercier à tous les deux de cette présentation.
Alors pour tout le monde, plusieurs informations. La première, c'est que on va mettre très rapidement en ligne, alors pas forcément pour vous qui l'avez suivi, mais n'hésitez pas à passer l'information, la vidéo de la présentation. Je demanderai à Cédric et Corinne de m'envoyer le PowerPoint s'ils en sont d'accord pour que je puisse le mettre en téléchargement sur le site d'IHF. Information complémentaire et importante parce que IHF a communiqué depuis hier sur le sujet. Nos journées de formation sont passées en digital. Elles vont avoir lieu aux mêmes dates que ce qui était prévu, c'est-à-dire fin mars, début avril. C'est du 31 mars au 2 avril, je crois. Si je dis des bêtises, Jacques me reprendra. Et que le fait que ça soit en digital, alors premièrement, nos journées sont toujours datadockées, et enfin c'est un terme un peu barbare, agréé par l'ANFH. Et comme nos établissements ne vont pas avoir à payer les frais de déplacement, les frais d'hôtel, nous pourrons y participer au moins 2 fois plus nombreux. Donc on attend du monde et surtout parlez-en autour de vous, dans vos établissements. Je crois que il va falloir qu'on tire le meilleur de cette crise sur nos journées de formation et qu'on en profite pour être très nombreux parce que le programme est vraiment complet. Du fait du passage en digital, tout le monde pourra participer à tous les ateliers. Donc surtout, faites passer le mot et inscrivez-vous à ces journées. Et je vous le dis clairement, je ne suis pas commissionné, hein. Jacques, puisque tu es présent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur nos journées ou pas? C'est l'occasion de le faire à notre public d'aujourd'hui. Écoute, je vais juste commencer par un commentaire sur ce webinaire. Oui, merci Jacques. Je suis déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants. Je suis déçu mais pas surpris. Et je trouve que c'est assez grave pour notre profession d'ingénieur hospitalier qui ne comprend pas l'intérêt non seulement d'ISO 9001, mais plus globalement du management. Et la dernière diapo qu'on a sous les yeux, manager par la qualité, ça me semble vraiment fondamental parce que, je le dirais pour tous les collègues, l'ISO 9001, c'est un outil extrêmement précieux pour manager les équipes. Et notre rôle d'ingénieur hospitalier, il est de manager ces équipes et non pas seulement de s'occuper de problèmes techniques. Et puis, je veux féliciter Corinne et Cédric parce que leur présentation était très bien. Bon, pour les journées, ben, je crois que tu as presque tout dit, hein, mais c'est un peu un gros challenge pour nous. C'est la première fois qu'on va faire ça en digital, mais voilà, on a commencé, y compris avec Pierre Nassif, à tester, à mettre toutes les choses en route, et je pense que ce sera très intéressant. Ça permettra à tout un chacun de ne pas prendre les risques qui seraient ceux qu'il prendrait si on se réunissait à Marseille comme on l'avait prévu, parce que 31 mars au 2 avril, c'est bientôt et on imagine bien qu'il y a peu de chances que l'épidémie Covid ait disparu, les vaccins n'auront pas encore été très répandus. Donc voilà, un challenge intéressant et à suivre depuis chez soi avec, comme tu l'as dit, l'interactivité, possibilité de poser des questions et en plus l'ensemble là aussi des conférences qui seront enregistrées et que chacun pourra revoir au fur et à mesure. Alors moi, je suis commissionné pour vous dire, venez nombreux, on a besoin de vous. Puisque là, en 2020, vous le savez, on a annulé ces journées. Bon, ça n'arrange pas forcément, vous l'imaginez, les finances de l'association. Donc, on sera très content de vous recevoir digitalement très nombreux pour cette année 2021.
Alors, merci Jacques, effectivement. Et donc, ce que je peux préciser, c'est que les adhésions, le renouvellement des adhésions, les nouvelles adhésions sur AIHF sont possibles depuis le début du mois. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je vous donne la date de notre prochain webinar qui sera le numéro 5. Il est programmé le mardi 19 janvier, à peu près dans les mêmes horaires, 16h30, sur GMAO et comptabilité, oh là, j'ai du mal ce soir, GMAO et comptabilité vers une dématérialisation complète du processus de gestion des dépenses. Et ça sera présenté par Philippe Aramini de la PHM et Laurent Vargas de la PHM aussi. Voilà pour les infos. Corinne, Cédric, le dernier mot, il vous appartient et ensuite je couperai l'enregistrement et je vous remercie à tous. Eh ben, on vous remercie. On vous remercie, oui, tous. Tous ceux qui sont venus sont restés jusqu'au bout. C'est déjà. On n'a endormi personne. On n'a endormi personne visiblement, donc c'est très bien. Voilà, On il y a des bravos. Voilà. Il y a des bravos sur les commentaires. Merci en tout cas. À bientôt à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.